Soufflet est un groupe agroalimentaire français de dimension internationale. Si son siège social se situe à Nogent-sur-Seine, après 120 ans de développement, le groupe d'origine auboise est aujourd'hui implanté dans 19 pays. Il compte 59 sites industriels. Au fil de son évolution, ses domaines d'intervention se sont étendus. Du champ à l'assiette, il accompagne le monde agricole via 9 métiers. Le groupe Soufflet s'est constitué à la base autour d'un métier qui était celui de collecteur de céréales auprès des agriculteurs, exactement comme une coop, mais avec un statut privé familial, encore qu'on a été coop dans le temps. Ma grand-mère était présidente d'une coop à vie. Donc c'est comme ça qu'on conçoit la présidence chez nous dans le groupe, dans la famille. On a été organisme stockeur et puis l'idée a été de toujours aller un pas plus loin dans la filière pour essayer de trouver davantage de valeur ajoutée et puis de ce fait pouvoir mieux rémunérer les récoltes à nos agriculteurs, nos clients agriculteurs. Donc tous les métiers tournent autour d'une logique qui est celle de la filière des céréales, alors avec deux filières principales dans le groupe qui sont la filière blé et la filière orge. La filière blé qui regroupe bien évidemment la meunerie, ce qu'on appelle les ingrédients de panification et meuniers qui sont au sein de la société qui s'appelle AIT, et puis également tout ce qui est boulangerie et viennoiserie industrielle et pâtisserie industrielle, chez Nauser, donc en France et au Portugal principalement. Donc ça c'est la filière blé. Filière orge, c'est une seule entité, c'est la malterie, donc dans laquelle on est deuxième malteur mondial aujourd'hui, et on a beaucoup d'implantations à l'international. Et en fait la malterie, si vous voulez, nous a obligé quelque part à faire le schéma qu'on avait fait en France complètement à l'inverse. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans tous ces pays internationaux par l'industrie de la malterie pour servir nos clients brasseurs, mais pour pouvoir servir nos clients brasseurs en produits de qualité, on a été obligé de réinventer la filière amont, c'est-à-dire la filière agricole, pour pouvoir produire des semences de variétés requises par nos clients brasseurs, récolter des céréales de qualité acceptables pour nos clients brasseurs et pour les mettre en œuvre dans nos usines de malterie, pour servir l'ensemble de nos clients brasseurs locaux. Voilà. Donc ça, ce sont les deux principales filières du groupe. Après, vous avez également, donc en dehors du métier agriculture qui reste la base et le socle, vous avez également une filière de négoce international. Elle nous a inculqué au fil des années une grande culture, une forte culture internationale, ce qui nous a aidé derrière pour développer l'industrie. Et donc là, on fait à peu près 8 à 9 millions de tonnes. Cette année, on a fait 9, parce qu'on a une très belle récolte l'année dernière en France. Donc on a fait 9 millions de tonnes d'exportation de céréales avec deux pieds. Un pied principal en France, on fait à peu près 80% de nos exportations. Et puis quand la France n'est pas au rendez-vous, on a également un pied en Ukraine, parce que si on a des problèmes de qualité ou si la France n'est pas au prix du marché, il faut qu'on puisse continuer à livrer nos clients avec qui on entretient des relations commerciales récurrentes. Tout ce qu'on appelle filière riz, légumes secs. Bon, je veux dire, les riz, légumes secs avaient un peu de mal à trouver leur légitimité dans le groupe Soufflet, quelque part. C'est le hasard des reprises qui a fait que. Et en fait, cette division retrouve toute sa logique au sein du groupe, parce que aujourd'hui, les protéagineux redeviennent enfin un produit apprécié par les consommateurs, super produit au niveau qualitatif, au niveau nutritif, pour la rotation des cultures de nos agriculteurs et tout, mais il n'y avait pas de demande au niveau du grand public. Bon, maintenant, ça y est, je pense que le mouvement est passé, les gens passent de plus en plus à la protéine végétale. Vous savez, il y a des métiers comme le négoce de céréales où quelque part, nous, Soufflet, on est des nains de jardin par rapport à des Cargill, des Bunge, des Glencore ou autres grandes multinationales. Et il y a des métiers où effectivement on est numéro 2 mondial, pas loin du numéro 1 d'ailleurs. On ne fait pas la course à la taille, pas la course au volume. On essaye de développer notre groupe en bon père de famille. Moi je dirais que le groupe Soufflet, c'est un groupe avant tout familial. Bienveillant, on n'a jamais pris de dividendes pour nous actionnaires, on n'est pas nombreux, on est 3, donc on n'a jamais rien pris dans le groupe pour cela. Et on a réinvesti la totalité du résultat du groupe au service de son développement pour sa pérennité. Le groupe, on résume son importance globalement par le volume d'affaires qu'il génère. C'est 4,9 milliards de chiffre d'affaires annuel. C'est les emplois dans la région. Donc on est
petit peu plus de 1000 employés sur le département de l'Aube. Et puis sur Nogent même, on est 850 environ salariés. Bon, et comment résumer l'importance? J'en sais rien. Oui, on compte dans les métiers dans lesquels on est, parce qu'on a de bonnes équipes, qui sont des gens qui sont dévoués au groupe, qui sont performants. Et donc c'est ça notre positionnement. C'est pas premier, deuxième, cinquième, dernier de la classe. Si c'était les années dernières, on serait plus là d'ailleurs. Enfin bon. Donc après, je me dis pas, je suis un géant, je suis un grand, je suis un petit, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que voilà, tout ce que mon père a construit, tout ce que j'ai contribué à construire aussi, ça perdure dans le temps. Et on a essayé toujours de positionner les différentes entreprises du groupe pour qu'elles soient pérennes, pour qu'elles soient sur une bonne trajectoire et qu'elles soient encore là demain et après-demain. Ce choix d'assurer la pérennité et le développement du groupe Soufflet est une constance depuis sa naissance au début du XXe siècle. Une histoire familiale qui a débuté à Nogent-sur-Seine. Mes arrière-grands-parents, donc je suis 4e génération, avaient une grainerie à Nogent. Ils vendaient du grain aux gens qui avaient des poules, des lapins dans le fond de leur cour. C'était au début des années du XXe siècle. Ils achetaient du grain à des agriculteurs et leur vendaient au détail aux Nogentais, on va dire, voilà en gros. Bon, et petit à petit, le groupe s'est développé. Dans un premier temps, sous l'impulsion de mon grand-père, qui arrivait, je crois, en 25, dans le groupe, en épousant ma grand-mère. Lui-même était issu d'une famille d'agriculteurs. Mes grands-parents étaient fermiers de la ferme du président de la République de l'époque, Casimir Perrier, à Pont-sur-Seine à l'époque. Mon grand-père a commencé à développer le groupe au niveau négoce, à une échelle un peu plus importante que Nogent, mais je dirais au niveau du canton de Nogent. Avec une première incursion dans l'industrie, au milieu des années 50, avec la malterie de Nogent. Il y avait une malterie à Nogent qui aujourd'hui est encore là, qui ne fonctionne plus en tant que malterie, mais on a réutilisé les bâtiments industriels pour faire autre chose. Et puis mon grand-père est décédé en 57, mon père avait alors 27 ans, il est arrivé à l'entreprise. Il a continué le travail qu'a fait son père, tout en élargissant le périmètre au niveau géographique, avec deux choses qui ont été essentielles. C'est qu'il a voulu apporter davantage de services aux agriculteurs. Donc un service d'abord technique agricole. Et donc il a embauché une équipe de gars pour vulgariser les techniques agricoles au bénéfice de nos clients agriculteurs. Donc pour leur apprendre l'utilisation des produits de protection des plantes, ce qu'était la fertilisation des sols, etc. Et donc mon père a fait ça, ce qui a permis aux agriculteurs de petit à petit améliorer les rendements de leur exploitation et donc leur rentabilité. Et en même temps, mon père a mis en place un service logistique avec ce qu'on appelait des roll-on, qui étaient des bennes qu'on livrait au bout des champs de nos clients. Et puis, quand la benne était pleine, on venait la rechercher et on dégageait au fur et à mesure de la moisson. Voilà. Il fallait faire beaucoup d'allers-retours. C'est une logistique qui était très coûteuse, mais ça nous a permis néanmoins d'apporter ce service logistique aux clients. Puis au fur et à mesure qu'on avait une clientèle suffisamment importante d'une région, poum, mon père plantait un silo. Tous les villages périphériques à 20 km, 40 km, 50 km de Nogent. Donc ça a été le début de mon père. Et puis il s'est dit à un moment, oui, c'est bien d'être négociant céréales, mais c'est retrouver davantage de valeur, il faut aller vers davantage de sophistication, voire d'emmerdement et de risque, entre guillemets. Et donc il a construit notre premier silo portuaire à Rouen, en 69, ce qui nous a permis à ce moment-là de trouver davantage de valeur ajoutée, parce qu'il fallait aller chercher des clients à l'international, c'était moins facile de voyager à l'époque qu'aujourd'hui. Il y a des problématiques de restitution, de change, de fret, de lettres de crédit. Et tout ça, ça nous a permis de trouver de la valeur ajoutée, donc de mieux réunir les agriculteurs, donc d'attirer de nouveaux agriculteurs. Et en même temps, nous a donné cette culture export qui nous a aidés par la suite. Années 80, ça a été l'industrialisation du groupe, avec la meunerie, une intensification des développements malterie. Jusqu'aux années 2000. À partir de 2000, ça a été plutôt une phase d'internationalisation en se basant sur l'industrie de la malterie. Moi, j'ai commencé dans la meunerie, un métier très intéressant parce que d'abord, il me mettait en relation avec l'amont de la filière et d'un autre côté, également avec l'aval, donc c'est avec tous nos clients. On faisait de l'exportation, bon, pour moi, c'était formateur aussi quelque part. On vend à des boulangers artisans, des gens que j'aime beaucoup, les artisans boulangers, parce que réussir à faire un beau pain avec une farine, je trouve que c'est un métier noble,
Il y a plein de métiers nobles, hein. Le vin c'est pareil, voilà, faire pousser du blé c'est pareil, je trouve que c'est des métiers qui sont concrets, c'est des super métiers quoi, je trouve. Puis après, vous côtoyez aussi les industriels parce que vous allez vendre vos farines à des gens qui vont faire avec des biscuits, des biscottes, du pain de mie, du pain surgelé et autres produits. Et puis vous touchez à la grande distribution quand on fait quelques sachets. Donc ça m'a ouvert tout ce spectre de clientèle finalement, ce qui était hyper intéressant pour appréhender tous les autres métiers du groupe. Et ensuite, je suis rentré dans le groupe en tant que président du directoire en 2001. Je m'occupe de l'ensemble des activités du groupe. J'ai dans mon équipe beaucoup de ce qu'on appelle des bibi-soufflets. Donc des bibi-soufflets, c'est mon directeur général qui est 2 bureaux plus loin. Christophe, qui est mon directeur général, lui, il est rentré comme stagiaire. Il était stagiaire chez Soufflet. C'est un garçon qui avait sûrement du potentiel, s'il ne serait pas DG aujourd'hui. Il a gravi tous les échelons, les uns derrière les autres, et puis il est arrivé au poste de directeur général du groupe. Donc on a plein de gens dans le groupe qui ont fait tout leur cursus chez nous, parfois où ils partent pendant quelques années ailleurs, mais ils reviennent, donc il faut croire que c'est pas si mal que ça. À tel point que la question du déménagement du siège social de ce groupe international à Paris ne s'est jamais posée. Parce qu'on est bien, parce qu'on est bien. Et puis aujourd'hui, je vais vous dire, hein, quand vous allez à Paris avec le confinement, vous vous dites encore plus aujourd'hui qu'hier, on est vraiment bien ici, quoi. Quand vous êtes à Paris, il y a un stress que vous n'avez pas ici. Ici, on n'a pas ça. On n'a pas ça, quoi. Enfin, c'est... voilà, puis de toute manière, nous, nos racines, c'est le monde agricole. C'est les agriculteurs. Donc, diriger un groupe qui repose avant tout sur l'agriculture au départ de Paris, ça n'aurait aucun sens. On est ici, on est bien, tout le monde est là. Si on était éclaté parce que le négoce, il faut qu'il soit proche de Paris, et puis que les autres étaient ici à Nogent, les synergies ne joueraient pas, ce serait catastrophique. Catastrophique, l'année 2020 a été marquée par les répercussions de la pandémie de la Covid-19, notamment le changement de la manière de travailler. Il y a eu beaucoup de télétravail, énormément. Même moi, je me suis mis au télétravail. J'étais contre le télétravail avant. J'avais entrouvert la porte au télétravail en me disant « t'es un vieux con, il faut quand même que tu t'y mettes parce qu'il y a une demande ». Je l'avais fait un peu à contre-cœur et tant mieux, je l'avais fait avant le Covid. Et donc finalement, je me suis rendu compte que pendant le Covid, le télétravail a très bien fonctionné. Par exemple, sur le plateau du négoce, où il y a 65 collaborateurs, il y en avait 5 présents. Et pour autant, l'exportation de céréales à cette époque-là, on a battu nos records historiques de chargement de navires dans nos silos portuaires de Rouen et de la Palisse. Donc ça a très bien fonctionné. Le coronavirus a aussi modifié le quotidien des clients finaux, entraînant des baisses ou des hausses d'activité selon les filières. Des métiers comme le négoce international ou l'agriculture, on n'a pas eu vraiment de répercussions. Après, sur la vigne, nos clients ne pouvant pas écouler leur vin auprès des cafés, hôtels, restaurants, ils avaient des problèmes de trésorerie, donc ils achetaient moins, etc. Et donc plus fragiles financièrement. Et quand nos clients vont pas bien, nous derrière, évidemment, on supporte les conséquences, c'est naturel. Dans la meunerie, contrairement à ce qu'on a raconté, on a manqué de sachets de farine à la grande distribution. Non, la meunerie n'a pas profité de cette aubaine, entre guillemets. C'est un épiphénomène. La vente de sachets 1 kg en France, c'est moins de 5% du marché. Donc vous voyez des ruptures de stock qui étaient dues en fait simplement à un problème de capacité à ensacher les sachets. La meunerie n'a pas du tout profité de cette situation. Post-Covid l'année dernière, on a clos au 30 juin à 4,9 milliards. Donc c'est après le Covid. Bon, s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait fait un peu plus, on aurait passé le cap des 5 milliards, je sais pas. Mais ça, notre chiffre d'affaires ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'en fait, supposez que vous ayez un prix des blés très bas ou un prix des blés, comme cette année c'est le cas, un prix des blés plutôt soutenu, ça change votre chiffre d'affaires du tout au tout. Le blé entre l'année dernière, le matif l'année dernière, le matif cette année, c'est 40 € d'écart. C'est juste du chiffre d'affaires supplémentaire, mais le volume reste le même. Mais c'est le prix de la matière première qui change, c'est tout. Nos artisans ont souffert, on a souffert avec eux, et puis on a quelques gros clients industriels qu'on dérouillé aussi, notamment des gens comme Isbol, qui est la filiale McDonald's, puisque tous les McDo étaient fermés. Et puis des boulangers industriels, comme nous-mêmes, nos filiales
Neuhauser ont vu la consommation réduire. Donc on a été impacté chez Neuhauser assez violemment. Je crois que c'est même la division du groupe où on a été le plus impacté. Alors Neuhauser, c'est la boulangerie viennoiserie industrielle. Donc sur le premier confinement, on a été impacté tant en France qu'à l'étranger. Sur la boulangerie viennoiserie industrielle en France, ça nous a coûté 10 millions et en Portugal 3 millions. Les gens le matin n'allaient plus acheter croissants en partant au bureau, les cafés, hôtels, restaurants, les hôtels étant fermés, les commandes de croissants, de pain, etc. et tout. Et plutôt de viennoiserie d'ailleurs, on était plus touché sur la viennoiserie que sur le pain. ont diminué, et donc ça nous a coûté quand même une fortune. Et puis bon, même la malterie, hein, avec la baisse de consommation de la bière, d'une façon générale, du fait de la fermeture des cafés, on a quand même connu une petite baisse aussi significative. Si vous êtes forcément inquiet, après, ça change quoi être inquiet? Bon, il y a des gens, ils disent, moi je peux pas dormir. Mon père m'a appris une chose, il me dit, écoute, quand tu as des soucis, hein, eh ben tu dors. T'inquiète pas, le lendemain matin, ils seront toujours là, personne ne sera venu te les voler. Donc dors, sois serein, personne ne te piquera tes emmerdes. Ben voilà, donc moi, j'essaye d'adopter cette philosophie-là. Nous-mêmes, on est restaurateurs, on a 120 restaurants pommes de pin, mais quand on voit les restaurateurs qui sont complètement à l'arrêt, les gens dans le tourisme, dans la culture, etc. et tout, je crois qu'on n'a pas le droit de se plaindre, ce serait de mauvais goût. Voilà. Pour le groupe Soufflet, l'année 2020 est remarquable sur un autre point, la transmission de l'entreprise. Pour le président du directoire, ce dossier est en gestation depuis 3 ans. La constance de la volonté de développer et assurer la pérennité du groupe se déroule dans un contexte de management différent par rapport à ses débuts. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, les banquiers vous faisaient confiance et étaient plus sur votre projet. Aujourd'hui, vous êtes plus encadré dans des ratios. Donc ça vous oblige quelque part à être, à vous freiner un peu dans votre développement et à orienter vos choix d'investissement davantage vers la rentabilité. Mais ce qui en soi finalement est quelque chose de bien aussi, quoi. Donc ça vous force à vous autodiscipliner dans le choix de vos investissements. Le côté déraisonnable, c'est quand vous commencez à raisonner uniquement avec des raisonnements de fonds, comme des fonds de pension, quoi. Des demandes de rentabilité extrêmement fortes qui font que finalement, derrière, ça aboutit sur le fait que vous condamnez à terme votre entreprise. C'est une extrême, voilà, dans laquelle il ne fallait surtout pas aller. Puis l'autre extrême, c'est nous qui sommes, moi je dis toujours, dans un capitalisme familial bienveillant. Les banquiers français, quand même, sont plutôt accompagnateurs. Je dirais que c'est ça qui a changé beaucoup. C'est qu'avant, c'était votre projet qui plaisait à un banquier, il vous faisait confiance. Mon père, il a commencé comme ça. Moi, je me rappelle, le directeur de la BNP Nogent à l'époque, qui a toujours été notre banque historique, il venait déjeuner à la maison toutes les semaines. Puis il connaissait bien papa, il connaissait ses projets, il a fait confiance, il a avancé de l'argent. Aujourd'hui, vous ne trouveriez pas un banquier qui va aller avancer de l'argent comme ça à un jeune qui a une idée et qui veut se développer. Donc peut-être avec des start-upers, peut-être. Voilà. Donc mon père est un start-upper. Voilà, avant l'âge, avant l'heure. Je me suis simplement préoccupé de l'avenir du groupe et de sa pérennité, c'est tout. Donc quand j'ai passé le cap des 60 ans, parce que on commence à voir des gens qui partent, hein, je me suis dit, il faut quand même que tu prépares l'après. Tu peux pas laisser le groupe dans l'embarras si t'arrivait quoi que ce soit. Tu vas pas emmener tout le groupe avec toi parce que tu n'as pas préparé ta succession en matière capitalistique. Donc c'est une démarche intellectuelle que j'avais chez moi. J'étais pas pressé, hein. C'était il y a 3 ans. Parce que aussi on me le rappelle régulièrement, hein. Des chasseurs de tête qui me disent « Ah bah oui, on a des super cadres pour vous », mais ils posent la question « Après Jean-Michel Soufflet, qu'est-ce qu'il y a ?» Des banquiers qui vous font confiance, qui vous donnent des lignes de crédit, qui vous disent « Bah oui, c'est bien, mais si vous arrive quelque chose demain, qu'est-ce qu'on fait ?» Des grands brasseurs avec qui vous passez des contrats pendant 7 ou 10 ans, des contrats d'approvisionnement, ils vous disent « Bah oui, mais dans 7 ans, 10 ans, ce sera qui, ce sera quoi le groupe Soufflet ?» On aimerait savoir. Donc voilà, il fallait qu'on apporte une réponse à tout ça. Et puis, il fallait que j'assure, au-delà de moi-même, la pérennité du groupe. Les chambres de commerce sont pleines
d'entreprises dont les patrons n'ont pas voulu sortir à temps. Donc je crois qu'il y a un moment où il faut sortir, il faut assurer la pérennité de ses équipes, il faut faire en sorte que le groupe, quoi qu'il arrive, continue, perdure, se développe. Alors, j'ai commencé naturellement à me dire, on va regarder des entreprises familiales. Bon, en France, de notre taille, il n'y en a pas. Et puis, en regardant l'international, j'ai rencontré des entreprises familiales étrangères qui, en fait, en réalité, n'avaient de familiale que la structure du capital parce que le comportement était un comportement de fonds prédateurs pur et dur. Et je me suis rendu compte que ça aurait abouti à un éclatement du groupe, casser toutes les filières qu'on a construites pendant 4 générations, condamner le siège de Nogent et tous les salariés du siège de Nogent. Donc là, on a dit non, ça ne va pas le faire, donc on a arrêté les discussions. Les discussions sont en cours avec la coopérative de coopératives InVivo. Si rien n'est conclu, cet opérateur français s'avère complémentaire du groupe Soufflet. J'étais allé frapper à la porte de mes banquiers. Moi, je n'avais pas entendu qu'ils frappent à la porte. Parce que je cherchais à la base une famille. Je n'ai pas trouvé de famille qui ait un ADN aussi proche de nous. Donc finalement, je me rends compte que InVivo, qui est français, c'est une solution franco-française, voilà, on a une certaine vision de l'agriculture qui est la même. On a, par exemple, en matière de responsabilité sociale et environnementale, en RSE, en matière de RSE, on a la même sensibilité, alors que quand vous êtes en discussion avec des groupes outre-Atlantique, etc., c'est pas du tout la même façon d'apprendre l'agriculture, c'est pas du tout la même façon d'apprendre la RSE. J'ai découvert qu'on avait finalement beaucoup plus de points communs que ce que j'imaginais. Nous, en interne, on a décidé de contacter InVivo à la rentrée au mois de septembre. Et après, on est rentré en exclusivité le 13 janvier, mais on l'a annoncé à ce moment-là. Après, on imagine un signing vers la fin mars, et puis un closing, on verra, Dieu sait quand l'autorisation de la concurrence à Bruxelles aura donné son feu vert pour qu'on puisse closer l'opération, parce que ça prend un certain temps, c'est 8 à 12 mois de délai, en attendant de pouvoir clore la transaction en cours pour obtenir les autorisations administratives européennes indispensables. C'est une transmission. Pas une session, moi je passe à une transmission. Enfin, on a une holding qui s'appelle J Soufflet, qui abrite toutes les divisions opérationnelles du groupe, donc c'est 120 sociétés, je crois, en gros. Et donc la holding va être cédée à InVivo en totalité. Là, InVivo sont des gens qui ne font pas nos métiers, donc qui vont les faire pour leur compte propre, tout comme ils exploitent aujourd'hui InVivo Wine ou Jardiland et Delbar, etc. Donc demain, ils seront à la tête de cette entreprise qui a une belle place dans chacun de ses métiers, et puis c'est à eux de l'emmener plus loin demain. Et pour l'emmener plus loin demain, je trouve aussi un partenaire qui ait les moyens de l'emmener plus loin demain, et InVivo a les moyens d'aller plus loin pour assurer le développement du groupe, et je crois qu'il a aussi beaucoup l'envie. Donc voilà, donc c'était pour moi la meilleure des solutions pour assurer la pérennité du groupe, sa stabilité, et puis la position du siège à Nogent. Ils m'ont assuré que le siège névralgique, le siège de pilotage resterait à Nogent. Finalement, c'est la meilleure des solutions pour tout le monde. Et d'ailleurs, quand on s'en a expliqué avec Bruno Le Maire a été ravi que ce soit une solution française. Parce que, en fait, nos coopératives agricoles françaises sont trop petites aujourd'hui. Donc, par rapport aux coopératives allemandes, danoises, suédoises ou autres, on a un problème de taille, de compétitivité. Donc, on va contribuer à créer un groupe ensemble, Soufflet InVivo, capable de se positionner au même niveau quasiment que les coopératives allemandes ou autres pays du Nord. Voilà, si ça aboutit, ça veut dire que le groupe sera pérennisé. Donc, ce sera un grand contentement pour moi. Pas un soulagement, parce que j'ai beaucoup de plaisir à venir travailler tous les matins au bureau, mais je serais très content d'avoir réussi à assurer la pérennité à cette entreprise et ses salariés. Il est prévu que je les accompagne pendant 2 ans, donc je pars du principe simple que si ça se passe bien pour eux, ça se passera bien pour les salariés et les clients. Donc je jouerai le jeu comme j'ai toujours joué. Merci beaucoup. Merci.